Bonjour et bienvenue sur Homo Ludens, le podcast qui libère le potentiel du jeu. Dans chaque épisode, un acteur du monde du jeu témoigne des bénéfices du jeu dans son domaine d'activité. Aujourd'hui, j'accueille Alexandre Quach. Alexandre est à l'origine du mouvement Open Serious Games. La vocation du mouvement est de réveiller le pouvoir de transmission en chacun. Dans cet épisode, Alexandre nous raconte la jeunesse d'Open Serious Games et comment nous pouvons nous aussi y participer. Bonne écoute. Bonjour Alexandre Quach, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Mathieu, merci de m'avoir invité. De rien. Donc je vais essayer de te présenter. Si jamais je raconte des bêtises, tu me corriges. Donc tu es Scrum Master Ouais. et tu es concepteur et coach en Open Serious Games. Ouais. C'est ça? Ouais. Alors, il y en a un qui a un métier, donc un job, et l'autre c'est une activité, on va dire, une sorte de loisir principal. d'accord. Est-ce que rapidement on peut expliquer ce que c'est un Scrum Master? Un Scrum Master, c'est quelqu'un qui va accompagner des équipes essentiellement de développement logiciel, la plupart du temps, dans leur réussite de produit, dans leur réussite de vie d'équipe et dans leur accompagnement quelque part au quotidien jusqu'à ce qu'ils développent une forme d'autonomie où ils peuvent se débarrasser de lui. Ça, c'est une sorte d'accompagnant, on va dire. D'accord. Donc, il n'y a pas spécialement de lien pour l'instant avec le jeu. En fait, t'es beaucoup, en tant que Scrum Master, t'es beaucoup avec tes équipes et tu fais passer des messages ou tu fais émerger des idées pas mal à travers des ateliers. Donc, entre un atelier et un jeu, t'es pas très très loin. Et finalement, t'en viens naturellement au monde du jeu à force d'animer des ateliers pour tes équipes, des ateliers où ils vont découvrir par exemple des aspects d'eux-mêmes ou s'améliorer sur un axe opérationnel ou stratégique particulier. D'accord. Donc, tu essayes en fait de ludifier, de gamifier les ateliers. Ouais, quelque part, ouais, c'est ça. D'accord. Et donc, on a parlé d'Open Serious Game. Avant d'arriver à la notion d'open, est-ce qu'on peut juste rapidement expliquer ce qu'est un serious game ou un jeu sérieux en français? Alors en très très simple, un serious game ou un jeu sérieux, c'est un jeu dont la finalité n'est pas le plaisir du jeu en lui-même. C'est un jeu où, bien sûr, il y a cette dimension de plaisir, parce que sinon ça serait pas un jeu, mais où on recherche dans la session de jeu un objectif externe. Ça peut être une amélioration de vie d'équipe, plus de cohésion, la production d'un livrable particulier. Mais c'est externe au plaisir du jeu, enfin additionnel. D'accord. Et puis c'est dans un contexte professionnel. Généralement, ça se fait en entreprise, quoi. Ouais, c'est ça. Généralement, ça se fait en entreprise. Ouais. C'est les premiers clients des serious games. En fait. Et donc, parmi ce public de professionnels, Mhm. est-ce que tu as déjà rencontré souvent des réticences de la part des gens pour participer à des sessions où on le présente sous forme de jeu, ou est-ce que c'est plutôt bien accepté? Euh, alors, c'est plutôt bien accepté en termes de nombre de personnes. Enfin, en termes de proportion, la plupart des gens aiment se prêter au jeu. Après, c'est peut-être que j'ai eu de la chance dans mes contextes. Mais oui, il existe des réticences, entre autres sur des personnes qui ont du mal avec la notion de plaisir au travail, qui ont du mal avec la notion de jeu, qui est même la notion même de jeu sérieux, c'est tellement Ouais, ça fait antinomique bizarre. pour eux, ouais. Ça fait bizarre. Et surtout, il y a une réticence de fond qui est donc qui est sous qu'on lit à travers les lignes, c'est que dans le jeu, tu t'exposes, tu peux sortir, comme tu prends le cadre du jeu, parfois tu peux sortir de ton rôle, tu sors de ton titre, tu sors de ton poste, tu sors de l'image que tu as pu construire auprès des autres ou auprès de, je sais pas, de la hiérarchie. Et ça, oui, ça c'est une grosse source de blocage. Ouais, ça fait peur de s'exposer d'une autre manière aux autres. On a mis le masque
un certain masque pro. Et lever le masque, c'est un peu compliqué pour certaines personnes, quoi. Ouais, exactement. Pour reprendre la citation de Platon, je crois, en 1 heure de jeu, tu peux en savoir beaucoup plus sur quelqu'un que en 1 an de discours, je crois. Et ce que ça dit derrière, c'est que, tiens, tu as un accès à quelqu'un et tout le monde ne veut pas donner cet accès. Ouais. Oui, ce qui est compréhensible. Oui. Mm. Et du coup, est-ce que des sessions de serious game, c'était quelque chose que tu faisais déjà avant de passer à la, Au mouvement au Open Source Game. mouvement Open Serious Game ou pas? Oui, c'est quelque chose que je fais depuis déjà ma mission précédente. Donc là, je suis chez un acteur de l'énergie. Avant, j'étais chez un client plutôt média. Et pendant mes 3 ans chez l'acteur média, j'animais régulièrement des jeux pour mon équipe. On concevait des jeux avec d'autres collègues. Et à travers ces jeux, et donc des jeux sérieux, hein, on se formait les uns les autres. Et arrivé chez mon nouveau client, j'ai apporté cette appétence-là, ce goût-là, ou en tout cas, je l'ai réveillé un peu plus chez mon client. Et après, ben, on en est venu à créer Open Serious Game, le mouvement qui a pris de l'ampleur aujourd'hui. Donc c'était une volonté de l'entreprise de lancer des serious games ou c'était quelque chose que toi tu avais proposé et, Je veux dire pour mon ancien client ou pour mon nouveau? Enfin, bah, pour l'un ou l'autre, en fait, c'est la même réponse. Donc, voilà. c'était pas la volonté de l'entreprise. C'était une liberté que nous permettait l'entreprise. Et quand tu donnes de la liberté à tes, euh, à tes collaborateurs, tu peux partir, tu peux craindre le plaisir, mais on a utilisé cette liberté pour en faire un plaisir quelque part utile. Et donc derrière, elle nous a encouragés au fur et à mesure, mais ils nous ont pas mandaté pour du serious game. Ouais. Et est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose qui a évolué depuis ces premières missions jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que on est plus, les entreprises sont plus en demande de ce genre de choses? Alors oui, même en 3-4 ans, hein, il y a cette notion de serious game qui est dans l'air du temps déjà. Heu et je pourrais dire qu'elles sont passées d'un statut curieux avec les jeux qui étaient réservés, on va dire, aux séminaires que tu as 1 fois par an. Ouais. On dira: «Bah, voilà, ça on sort du cadre et on peut faire un open seri un serious game». Ils sont passés de ce stade un peu curieux, amusant à: «Tiens, on a compris que c'est un vecteur». Enfin, toutes n'ont pas compris, mais une grande partie des entreprises ont compris que c'était un vecteur de transmission, un vecteur de formation et aussi de connexion heu, humaine entre leurs collaborateurs. Donc oui, il y a un changement. C'est pas encore radical, on a encore des réticents comme je disais, mais oui, il y a une prise de conscience où il y a un rappel de l'enfance et de la civilisation humaine dernièrement, ouais. Ok. Et alors, un peu plus techniquement, comment est-ce que ça se construit un serious game? C'est quoi les différents ingrédients, la recette pour faire un jeu sérieux? Alors dans la recette, je dirais bon, bah, tu as un élément principal qui est qu'est-ce que tu veux créer comme effet? Vers quoi tu veux aller? C'est, au moins une mission de fond, que ça soit un livrable, que ça soit, un résultat que tu veux atteindre, je sais pas moi, sur la cohésion d'une équipe ou, une prise de conscience que tu veux déclencher ou un développement collectif ou personnel que tu veux déclencher. Donc ça, c'est ton ingrédient principal. Ensuite, tu vas utiliser quelque part tes connaissances en gestion d'atelier, gestion d'animation et tes connaissances en jeu, autres que Serious Game, pour reprendre des éléments de mécanique de jeu. Heu, Après là c'est un monde qui est très, Très très gros, vaste. qui est très vaste,
Mais je pourrais dire que dans les ingrédients, tu as des ingrédients, donc tu as cette mission, et dans tes éléments et dans tes mécaniques de jeu, on pourrait mettre des mécaniques de jeu qui sont liées à la découverte de contenu et à la pratique d'un certain contenu. Si tu vois ça comme un contenu au même titre qu'un article ou qu'une vidéo. D'accord. Le matériel que vous utilisez dans ces jeux-là, alors j'ai Ouais, vu quelques exemples, j'ai regardé quelques exemples par rapport aux Open Serious Games. Et ouais. ça reste très simple ou est-ce que il y en a qui sont plus évolués avec ça peut être des outils un peu numériques ou est-ce que ça reste des cartes, des dés ou voire même sans rien avec des petits jeux de briseurs de glace, des trucs comme ça. Hmm. Alors, la philosophie particulière d'Open Serious Game, c'est de réveiller, enfin, je redonne un petit cadre parce que ça va expliquer ma réponse, c'est de réveiller le pouvoir de transmission à chacun. Donc, l'idée de fond, c'est que tout le monde puisse animer très facilement un jeu. Et donc, dans les Open Serious Games même, le matériel, la plupart des créateurs de jeux essayent de le minimiser Oui. pour que tu n'aies pas à avoir à acheter plein de choses ou à préparer une session très lourdement. Mhm. Donc ça sera beaucoup, au plus c'est quelques cartes que tu dois imprimer, découper, ça peut être quelque chose que tu dois vidéo projeter ou des templates que tu distribues aux gens sous forme papier. Ça c'est là où j'ai vu le plus d'efforts, ou en tout cas le plus lourd qu'il puisse y avoir en matériel dans les open serious games. Après, dans les serious games en général, t'as tout, hein. T'as des serious games où le matériel est très cher, t'as besoin, je sais pas moi, d'un casque VR pour chaque personne. Mais dans les open serious games, la vocation étant de De transmettre. propager, Mhm. ouais, de transmettre et de donner à chacun la capacité de transmettre facilement. Bah, le matériel est très réduit. Ouais, donc il y a une contrainte, une contrainte de matériel pour que la transmission soit la plus simple possible, quoi. Ouais, la plus virale. Donc du coup, ben, passons-y à l'Open Serious Game. Euh, Oui. alors d'où vient le Open? Ah, d'où vient l'open? Alors, je peux te raconter l'histoire, la grosse jeunesse d'Open Serious Game. Avec plaisir. À la base, ouais, alors à la base, donc nous on animait beaucoup de jeux avec une collègue, enfin plusieurs collègues d'ailleurs dans ma mission actuelle, et on avait cette habitude de publier le contenu sur Internet dans le sens partage naturel de ce qu'on produit pour la communauté. C'est une philosophie qui existe beaucoup dans le monde de l'agilité dont on est issu. Et du coup, un jour, on publie un de nos jeux, et t'as quelqu'un sur LinkedIn qui nous dit: ah ouais, trop bien, quand est-ce que vous jouez en public? Et tout de suite après, il y a quelqu'un qui nous dit: ah ouais, mais moi j'ai une salle, je peux vous accueillir. Donc on s'est dit: bon, allez, poussons le délire jusqu'au bout. On le fait, mais notre vocation au départ, c'était pas d'en faire quelque chose on n'était pas d'en faire un mouvement. Et on s'est dit: bah, par défaut, concevons le jeu et cette session de manière à ce que les gens puissent le rejouer par eux-mêmes derrière. Parce que quelque part, on a presque peur de notre succès dans le sens, si on joue une fois, les gens vont nous le redemander, et nous, on a fait ça pour le délire. Ah oui, d'accord. Et donc, on s'est dit: allez, quels sont les éléments à partager? Et finalement, on a fait notre première session de jeu sous le nom Agile Gamers de Paris. C'est un truc qu'on a inventé comme ça très rapidement en 2 minutes. Et dans la session de jeu, on avait cette notion de partage ouvert, de formation des animateurs en fin de session pour dire: bah voilà, vous venez de jouer, maintenant on vous donne toutes les astuces pour l'animer. Et finalement, ça a très très bien pris. Et on s'est rendu compte que derrière, c'était quelque chose qui se faisait déjà sans avoir vraiment la notion d'open, sans avoir vraiment été explicité. Et on était un peu, je vais pas dire précurseur, mais on avait explicité ça lors de cette session, et ça avait hyper bien marché, et ça nous a fait plaisir en fait
de voir que les gens s'appropriaient et se disaient: «Ah tiens, on va le modifier de telle manière», et c'est ce plaisir-là qu'on s'est dit: «Bon voilà, quelle est l'essence de ce plaisir-là?» Et bah, propageons-le en fait. Qu'est-ce qui nous fait plaisir? C'est que, derrière une session, chaque personne qui joue se sent capable de transmettre, Mmh. et l'implication humaine, sociale, et même en termes de, plaisir, hein, elle était tellement forte qu'on s'est dit: «Bah, là, on y va, quoi, on y va», et 2 mois plus tard, on écrivait le manifeste Open Serious Game et on en est là aujourd'hui. Donc en fait, lors de cette première session, il y avait déjà tous les éléments qu'on retrouve dans le manifeste dont on pourra parler tout à Ouais, l'heure, mais oui, d'accord. Donc c'était vraiment une opportunité comme ça qui s'est présentée à vous et vous l'avez ouais, saisie, quoi. ouais, c'est vraiment le genre de choses, vraiment le délire que tu fais avec des potes et tu te dis: «Allez, allez, on le fait parce que c'est drôle», et t'imagines pas plus de portée ou d'impact que ça, que le plaisir que tu prends à le faire, et puis, oui, c'est vraiment parti d'un délire et les éléments étaient là, et finalement on s'est dit: «Bah, tiens, ce délire peut être utile», parce que les gens nous ont dit: «Ah tiens, mais ça c'est génial comme démarche». On s'est dit: «Bah, tiens, on peut prendre plaisir», et il y a une vraie mission sociétale, et il y a une vraie mission humaine qu'on peut construire derrière, et donc on s'est dit: «Ah bah», et au fur et à mesure, nous aussi, nos vocations ont évolué entre-temps aussi. Et du coup, alors parlons-en, qu'est-ce que c'est l'objectif du mouvement Open Serious Game? Alors l'objectif du mouvement, heu, en fait, si on réfléchit bien, il n'est pas lié au jeu lui-même. Il est lié à l'objectif, c'est de réveiller le pouvoir de transmission en chacun. Alors, formulé comme ça fait un peu, X-Men, hein, on va réveiller le pouvoir de mutant de tout le monde. Mais l'idée de fond, c'est que, on se rend compte, à notre époque que, on a de plus en plus d'apprenants, de plus en plus de gens qui doivent apprendre tout le temps, toute leur vie. Oui. Et quand tu demandes, en parallèle, qui est en position de transmettre, bah, au quotidien, bah, c'est une assez petite proportion de personnes, en fait. Et nous, on s'est dit: «Bah, si on a une très petite proportion de transmetteurs pour beaucoup d'apprenants», alors soit les apprenants sont frustrés parce qu'ils apprennent lentement, hein, soit ils doivent en revenir sur des moyens un peu, standardisés de type, contenu uniforme ou MOOC ou IA, mais c'est très uniforme pour un très grand nombre, et nous, on croit vraiment à la transmission d'humain à humain. Et nous, votre question, c'est de dire: «Bon, comment est-ce qu'on va concevoir quelque chose pour que, un maximum de personnes prennent plaisir à transmettre, puissent réveiller son pouvoir de transmission?» Mhm. Sachant qu'en plus, quand on a commencé à poser cette question autour de nous, énormément de gens nous ont dit, la majorité en fait, nous ont dit: «Bah oui, moi aussi j'aimerais transmettre dans ma vie. Tôt ou tard, j'aimerais transmettre, parce que j'ai une vocation, aussi humaniste. Je veux pas juste apprendre pour apprendre et tout Et ingurgiter, et garder pour aussi moi. je veux donner, Ouais. ouais, garder pour moi, et j'aimerais donner du sens à mon expérience, à mon identité». C'est quelque part une sorte de il y a un souhait de postérité, et il y a aussi une bienveillance envers l'humain, une bienveillance humaniste, et ces 2 forces-là de fond, heu, trouver une sorte de plafond en termes d'expression. Ça veut dire que tu as cette envie, mais tu as pas encore le pouvoir de le réaliser, et c'est comme ça qu'on en est tombé sur, le format Open Serious Game, en fait. Mhm. Et du coup, alors, je me suis noté les 8 points. Je sais Ouais. pas si tu les connais par cœur, mais donc, un Open Serious Game. Donc, d'abord, il est gratuit. C'est des sessions gratuites. Donc, n'importe qui peut venir à une session qui est organisée par un animateur, c'est Mmh. ça? Ouais. Alors la session, elle est, gratuite lorsqu'elle est ouverte au public. C'est comme un peu nous la vocation qu'on a voulu faire, c'est
lorsque tu t'adresses au public, à n'importe qui peut rejoindre, lorsqu'on crée des événements publics, ces événements, la prestation d'Open Serious Game doit être gratuite. Après, entre acteurs privés, les gens font ce qu'ils veulent, hein. Mhm. C'est ouais, c'est ça. Quelque part, ça, ils peuvent reprendre les autres principes, mais ça ne nous regarde pas plus que ça en fait. Mais on avait vraiment cet attachement à lorsque c'est ouvert au public, c'est gratuit. D'accord. Et donc, la réutilisabilité, donc c'est le principe de j'ai produit un certain nombre de ressources que je donne aux, aux futurs animateurs qui pourront la réanimer dans d'autres contextes. Ouais, ouais, c'est un peu la même philosophie que les Creative Commons. C'est dire, vous avez vu quelque chose, vous l'avez vécu, et là vous l'avez, parce que c'est du contenu, c'est de l'information. Oui, puis éventuellement, on pourrait le réadapter à son contexte aussi, quoi. Exactement. Ouais. Ouais. Et après, c'est pour ce, il y a un point, c'est que sur quelles sont les conditions de réutilisation, ça, on laisse la discrétion à chaque créateur. Il y en a qui veulent être cités, il y en a qui veulent que ce soit pas commercial uniquement, etc. Ça, c'est un peu comme ce que tu peux retrouver dans Creative Commons. Mais le fond, ça doit pouvoir être réutilisé. Mhm. Et pas juste, bon voilà, tu détiens une connaissance qui peut servir aux gens et t'en donnes 3 gouttes à chaque fois. Et puis si tu veux plus de gouttes, bah, reviens et paye un peu plus cher. Ouais, c'est ça. Non, Et donc, du coup, toutes les ressources sont mises à disposition, pas que des futurs animateurs, mais aussi des personnes qui participent à la session de formation. ouais, en amont, ouais, ouais. Oui, mais même C'est avant qu'elle ait lieu. ouais. Avec ce que je recommande aux créateurs, créatrices, c'est des petits spoilers alertes au cas où, hein, quand même, comme ça, pour pas ruiner l'expérience de jeu. Mais ce dont on s'est rendu compte, c'est que finalement, en partageant en amont, tu pouvais créer un petit sentiment de sécurité aussi pour tu sais, les réticents dont on parlait tout à Oui. l'heure, parce que tu explicitais les objectifs pédagogiques. Tu crées de l'excitation pour les gens qui voyaient la partie non spoiler, et aussi pour toutes les personnes qui pouvaient pas venir ou qui peuvent pas venir au dernier moment, bah, elles ont déjà quelque chose. Et parfois même, il y a des gens qui ont réutilisé, et ils ont animé avant même la session en fait. Ah oui, on pourrait, avec les ressources qu'on a obtenues, déjà animer une session avant même de participer soi-même. À une- Ouais, c'est ça, ouais. D'accord, ouais. Ouais, c'est la vocation. C'est pas nécessaire forcément de passer par une session Open Serious Game pour devenir après seulement animateur. On pourrait récupérer les ressources d'une session et puis, Ouais, entre guillemets, s'improviser animateur. exactement. Bah, ça s'est passé plusieurs fois déjà, hein. Je sais que sur un des jeux qui était les NegoCartes, donc c'est un jeu où tu vas tester par exemple des techniques de négociation en observant l'autre et en utilisant toi-même. On a publié ça sur LinkedIn en disant ah, on a fait une session, c'est très drôle. Et on n'allait pas forcément en reprogrammer d'autres. Il y a quelqu'un en Belgique qui l'a pris, qui l'a traduit, qui a monté son meetup, qui a animé une session d'Open Serious Game, et du coup qui a déjà fait 2 sessions à date, hein. D'accord. Il a commencé en octobre. Et puis sur d'autres jeux, il y a des gens qui ont pris des jeux comme ça et qui les ont animés. Je sais que par exemple, Jean-Yves Klein, il a mis plusieurs jeux à Grenoble et à Lyon de lui-même avant même d'avoir joué aux sessions. Donc ça crée, c'est une disponibilité qui crée de l'enthousiasme parce qu'on se dit bah tiens c'est là, vous avez le pouvoir de transmission, enfin un morceau de pouvoir de transmission, et vous pouvez créer un effet positif sur d'autres. Il n'y a pas besoin quand même d'avoir certaines notions avant de pouvoir se lancer dans l'animation d'une session de formation, peu importe le sujet, hein, je ne sais pas, est-ce que il faut pas déjà être... Enfin, il y a ce problème de légitimité, est-ce que n'importe qui pourrait aller récupérer les ressources d'un Open Serious Game et puis d'aller se dire je vais le faire dans mon coin avec d'autres personnes.
Alors, n'importe qui, oui. Après, la qualité de la session va dépendre de chaque personne, bien entendu, et de son expérience. Mais y a un truc particulier qu'on a fait, et c'est un des autres critères, c'est que dans le contenu Open Serious Game qui est mis à disposition, il y a aussi des guides pour l'animateur. Et ça, je sais que c'était quelque chose qu'on avait vu assez rarement, parce que par exemple, moi j'ai assisté à des formations où à la fin, ou parfois même au début, on te distribue des slides ou le contenu, mais t'as rien pour le réanimer. C'est voilà, comme ça tu peux t'en souvenir, mais tu peux pas le réanimer. Donc dans le guide de l'animateur, tu as quand même plein de conseils sur le déroulement de jeu. Tu as quand même plein de conseils sur les différentes variations que tu peux faire. Et après, bien entendu, si t'as jamais animé, soit tu es en difficulté, soit tu es tête brûlée et tu y arrives. Mais dans tous les cas, là, ça dépend plus que de toi, en fait. Ouais. Et oui, il y a des gens qui ont fait ça, hein. Après, il y a des gens qui sont partis de... je sais pas si tu as vu un de mes articles sur Cédric Vaillant. C'est quelqu'un qui était parti de joueur, donc il a joué à 2-3 jeux. Quelqu'un qui est très timide à la base, donc il était pas du tout, il s'imaginait pas du tout animateur. Il s'est mis à co-animer avec d'autres personnes, et puis après il s'est mis à animer. Et quelque part, le format du jeu qui est très procédural, et où l'attention est tout le temps répartie entre toi, le temps que tu donnes des instructions de jeu, et les joueurs, c'est plus facile à transmettre. Et quelque part, c'est plus facile, je dirais, de s'improviser animateur de jeu que de s'improviser orateur public. Oui, d'être tout seul, enfin, c'est un nom, je ne trouve plus, mais d'être face à la classe et de transmettre Ouais, son, d'être son seul à parler, savoir ouais, c'est ça. devant tout le monde, et les stagiaires notent et posent des questions. Ouais, c'est ça, oui, oui. C'est beaucoup moins asymétrique dans le jeu. Puis la plupart des gens ont vécu des centres de vacances où il y a des trucs à. La plupart des gens, alors si tu réunis les expériences de jeu que les gens peuvent avoir et les expériences d'animation auxquelles les gens ont pu assister. Il y a, bon, déjà les formations et ce qu'ils ont déjà pu vivre dans leur contexte professionnel. Ensuite, il y a quand tu vas chez des amis, il y a quelqu'un qui t'explique une règle de jeu de société. Quand t'es petit, quand on te dit, je sais pas moi, quand t'es petit, t'es dans un centre de vacances ou à l'école, il y a bien un moment où on t'a expliqué un jeu. Donc c'est des choses quand même, ça nous a accompagnés toute notre vie jusqu'au jour où, ah tiens, t'arrives en entreprise et parfois t'as certains murs. Mais c'est des choses qui sont beaucoup en nous, mais pas réveillées. Dans l'Open Serious Game, donc j'ai repris la phrase réveiller le pouvoir de transmission de chacun, en chacun. Ouais. Mmh. C'est vrai que de prime abord, on voit pas spécialement ce que fait le jeu là-dedans. Ouais. Pourquoi avoir choisi en fait cet outil pour transmettre et qui en fait structure quand même beaucoup vos sessions de formation? Ouais. Pourquoi le jeu? Est-ce qu'il a quelque chose de particulier qui permet de mieux transmettre ou de mieux apprendre? Alors profondément, alors si on va regarder dans les études qu'il y a eu sur l'apprentissage par le jeu, etc. Bon, il y a une foultitude de résultats scientifiques qui nous disent on apprend mieux par le jeu. Mais pour revenir à cette pourquoi le jeu permet de mieux apprendre, euh, un, il y a une notion de cadre qui est plutôt bien fixé, et c'est dans ce cadre que tu vas pouvoir développer une liberté. C'est-à-dire quand tu apprends, bien sûr, tu apprends plein de choses, mais quand tu fixes un jeu, quelque part, tu as donné des règles et tu n'as pas à allouer ton attention sur ces règles-là. Par rapport à l'apprentissage libre, par exemple, on te lâche dans la forêt. Là, on te dit, bon, voilà, quelque part, ton attention est dirigée que sur 5 ou 6 choses qui sont tes dimensions de liberté de jeu. D'accord. Donc, ça, c'est déjà, premièrement, c'est simple pour ton esprit. De deux,
Je dirais qu'il y a le plaisir, hein, naturellement, tu prends plaisir à jouer. Bon, sinon, c'est que si le jeu n'a pas été très bien conçu. Mais là, il y a une vocation à avoir du plaisir. Donc, il y a une attache émotionnelle. Par ailleurs, euh, alors comment formuler ça? Je dirais qu'il y a cette notion de bon, déjà, je pense à un autre élément entre-temps. Il y a la connexion potentielle à d'autres joueurs. Oui. Et le fait de jouer, voilà, c'est ça. Le fait de jouer, tu vas exécuter un contenu. C'est-à-dire, quand tu vas lire un article, tu vas absorber le contenu, mais tu vas pas l'appliquer tu n'auras pas un contexte dans lequel le faire vivre. Donc, prolonger cet article dans ce qui pourrait être ta vie. Alors que dans le jeu, tu vas avoir du contenu, pareil, hein, parfois c'est dans les cartes, parfois c'est dans les slides, parfois c'est dans les personnes qui animent. Et ce contenu-là, on va te donner un tout petit contexte dans lequel exprimer ce contenu. Et quelque part, c'est une reformulation de ce contenu. La mise en pratique, c'est une reformulation. Et ça ancre beaucoup plus l'information que bon bah voilà, t'as vu une vidéo quelque part et oui, t'es bien content au moment où tu le vois, mais derrière, lorsque tu retournes à ta vie réelle, Oui, bonjour. c'est quelque chose que j'avais aussi lu quelque part, que lorsqu'on apprend, donc écouter, on en retient qu'une infime partie, le mettre en pratique un peu plus, et après le but ultime, c'est en fait de l'apprendre aux autres, et c'est encore le meilleur moyen d'apprendre en fait. Après qu'on se positionne en tant que professeur transmettant, finalement, c'est de cette manière-là qu'on en retient le plus, quoi. Ouais. Bah, si tu combines le vivre par rapport à, par exemple, de juste l'écouter, donc c'est quelque part le jouer, le transmettre et transmettre le jeu, voilà, tu commences à avoir un combo de facteurs d'apprentissage qui est assez élevé en fait. Ouais, et c'est tout ce que vous proposez en fait dans ce mouvement-là, quoi. Quand on veut participer à une session, euh, comment, où est-ce qu'on peut les retrouver? Alors, on a un groupe meetup.com. Pour l'instant, moi je sais qu'il y a le groupe Open Serious Game Paris. Et dessus, c'est comme n'importe quel groupe Meetup, tu as la liste des événements. Ça, c'est pour tout ce qui est événements publics. En ce moment, on a pas mal donc moi je les appelle les community boosters, enfin c'est comme ça qu'on s'appelle entre nous, de gens qui sont en train de lancer des sessions Open Serious Game dans différentes villes. Il va y en avoir sur Nantes, il va y en avoir sur Toulouse, il y en a déjà eu sur Lyon et sur Grenoble. Et il va y avoir d'autres groupes meet-up. Et d'ailleurs, même il y a d'autres meet-up qui sont pas forcément Open Serious Game. Hein. Ça peut être n'importe quoi. Un meet-up sur le tricot qui veut animer un jeu, mais sous le format Open Serious Game. Donc, je dirais le plus simple, c'est de chercher le hashtag. Qui, qui garantit que Ouais, le jeu répond en fait aux aux conditions. conditions d'Open Serious Game, comme quoi les ressources seront transmises, qu'il y aura une formation d'animateur à la fin de la séance, etc. Exactement. C'est la vocation. Après, dans le sens garanti, c'est un engagement moral des personnes qui osent mettre ce tag. Et tant mieux. Parce que nous, en tant que créateurs du mouvement, on va pas faire la police de attention, là, vous n'avez pas dédié 5 minutes ou vous n'avez pas tout partagé. On fait confiance au public aussi pour dire attention, là, je m'apprêtais à vivre un Open Serious Game et j'ai vécu juste un Serious Game. Ouais, ça serait beaucoup de boulot de tout vérifier aussi, quoi. Bah ouais, surtout que le mouvement a fait boule de neige hein, aujourd'hui en 4 mois. Et là,
on a dû avoir une 40 de ce que je connais moi, il y a dû avoir au moins 40-50 sessions, un peu partout en France et en Belgique aussi. Sans compter ce qui s'est fait en privé et qui n'a pas été diffusé sur les réseaux sociaux ou communiqué à notre réseau. Donc, ouais, tu peux pas aller tout Et vérifier. sur quel thème, pour le moment, de ce que tu sais, les sessions qui ont eu lieu, c'est généralement quoi comme thème? Alors, on peut reprendre une typologie qu'on a créée avec un expert du Serious Game qui est Jérôme Boquet. On a on a fait 4 grands thèmes pour les Open Serious Games. Le premier étant alors, le premier c'est plus du développement personnel. Ouais. Qui est, voilà, par exemple, tu as de la communication non violente, tu as tout ce qui est apprendre à faire un feedback. D'accord. Tu vois, c'est un premier thème. Il y a un thème on a appelé ça préparation à une prise de fonction ou préparation à un poste de travail en particulier. C'est tout ce qui est plus dédié à un métier en particulier. Par exemple, sur le rôle de product owner, donc on va dire quelque part chef de produit ou responsable produit dans les contextes agiles. Il y a eu des jeux sur ça. Il y a eu pas mal de jeux sur l'agilité, la découverte de la vie de développeur, de Scrum Master, d'accompagnant en agilité. Mhm. Donc ça, c'est une deuxième section. Donc première section, développement personnel. Deuxième section, prise de poste ou prise de fonction d'un métier en particulier. Troisième section, il y a une notion de développement collectif. Donc là, tu apprends à te connecter aux gens. En fait, à travers le jeu, tu te connectes un peu plus aux gens. Par exemple, un collectif de gens qui se connaissent peu, ils jouent et ils se connaissent mieux, et ils s'aiment plus, etc. Là, on l'a un peu dans l'art du feedback. On l'a avec les négo-cartes et il y a d'autres jeux aussi qui sont très avec un centre très team building. Ouais, c'est ça ce que j'allais dire, c'est du team building. Ouais, c'est group building, hein, parce que c'est pas forcément des gens qui finissent en team, mais ça peut être community building, ça peut être voilà, c'est un développement collectif. Et la quatrième section, c'est plus de la production de livrables. Dans la production de livrables, donc là, c'est quelque part là où c'est le plus proche du serious, dans le sens, tu peux tout de suite en parler aux gens qui, qui n'aiment pas le serious game. Tu peux dire, regardez, on a produit un livrable opérationnel. Ça peut être une liste d'idées, ça peut être un brainstorm, une product box, je sais pas, une liste de fonctionnalités, un pitch, une vision stratégique. Donc là, il y a une production de livrable opérationnel. Alors, soit c'est utilisé dans un cadre public, donc du coup, le livrable, c'est juste pour que tu saches le faire. Et si c'est produit dans un cadre privé, ben, tu sors avec un livrable que tu peux utiliser tout de suite dans d'autres contextes dans ton entreprise. Ouais, donc en fait, on peut appliquer le jeu, ou en tout cas les mécanismes du jeu, à n'importe quel sujet. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui soit pas possible, quoi. Ouais, bah c'est une notion de. Alors je pourrais dire, il y a des sujets qui sont plus difficiles pour le jeu. En tout cas pour on va dire, déjà pour l'open serious game, mais des sujets qui sont plus difficiles sur le jeu, c'est des sujets où tu dois aller très très profond dans, par exemple, la spécificité d'un contenu. Tu vois, par exemple, tu veux faire de, de la physique quantique avancée, très très avancée. C'est très dur de concevoir un jeu pour te faire découvrir des concepts très très avancés. Enfin, à mon avis. Euh, Même si, bon, après, moi je vois un peu les maths et la physique comme un jeu en soi, mais on va dire que il y a des contenus ou des domaines dans lesquels la mécanique de jeu faudra une mécanique de jeu très très forte pour pouvoir te pousser à aller chercher un contenu très très spécifique, complexe et profond. Mais bon, c'est très restreint, hein. Enfin, a priori, la plupart des sujets, tu peux créer des jeux en différentes couches.
différents niveaux de difficulté où tu peux creuser toujours un peu plus Oui. et avoir une mise en Oui, pratique. puis tout dépend du coup du niveau de celui qui crée le jeu. S'il est très fort en physique quantique, il peut arriver à le faire d'une manière ludique, quoi. Ouais, exactement. Oui, oui, je doute pas que quelqu'un puisse le faire. Après, c'est pouvoir le faire pour un public. Donc, si tu fais un jeu, ouais, c'est pour un public. Si tu veux former, je sais pas, imagine, tu as 10 spécialistes dans le monde de quelque chose, bah, faut pouvoir le faire. Quand tu es l'un des 10, tu vas pouvoir le faire pour les 9 autres. C'est plus ça qui est difficile. Yes. Alors comment on en arrive à créer un jeu? Est-ce que tu as eu tu t'es formé en game design ou est-ce que c'est quelque chose qui vient comme ça, il suffit d'avoir un naturel créatif? Alors, quelque part, je dirais, hem, j'ai une grosse pratique de conception d'atelier. Enfin, une grosse pratique, j'ai fait ça pendant plusieurs années. Donc, j'ai déjà une notion de créer un moment collectif. Même si, tu vois, ça peut être au tout début, lorsque tu commences, c'est un agenda de réunion, j'en sais rien, hein. Mais tu pars sur cette base-là et j'ai commencé à pratiquer sur ça. Ensuite, je suis un très grand joueur, enfin, comment dire, un joueur un peu addict dans ma vie personnelle. Donc, j'ai joué à beaucoup de jeux de société, beaucoup de jeux vidéo. Euh, j'ai aussi une philosophie qui fait que je vois beaucoup de choses comme des jeux. Donc, ça aide. Et après, bien sûr, je suis pas je suis pas un game designer professionnel dans le sens j'ai suivi une formation et je fais ça 100% de mon temps. Même si je fais ça beaucoup, je fais beaucoup ça, mais là, c'est plus une appétence qui est devenue très très forte et après tu creuses, t'apprends, tu testes, tu découvres et tu trouves un contexte dans lequel tu t'apprends à concevoir. Mais encore une fois, voilà, c'est comme tout domaine, hein, tu peux toujours creuser plus loin, tu peux toujours euh, en savoir plus et c'est ça qui rend les choses sexy aussi. Donc ça permet de rassurer les gens qui veulent se lancer et créer leur propre open serious game. Il n'y a pas besoin forcément d'être certifié, formé. On peut y arriver sans. Non, quelque part, le meilleur, c'est pas, t'es pas médecin, t'es pas médecin, le risque est faible. Bon, après, tu peux risquer de faire perdre du temps à des gens, mais le test est facile et le risque est faible. Le test, c'est tu prends 3-4 amis et tu leur dis, bon voilà, j'aimerais vous faire tester un jeu que j'ai créé. Et tu peux créer quelque chose de très simple et demander leur retour. Et ça se fait. Et le risque est faible, donc tu joues pas avec des têtes nucléaires ou avec des organes Non, c'est vitaux. clair. On a le droit à l'échec, là. Ouais, voilà, on a droit à l'échec et puis c'est plutôt des contextes. Les contextes de jeu, c'est quand même des contextes où humainement les gens aiment bien partager. C'est plaisant de donner son avis sur un jeu, même parfois plus facilement que sur un film ou sur un article, parce qu'on c'est immersif. On entre dans cette expérience et c'est facile de donner un Ouais, feedback. d'accord. Donc pour les gens qui lanceraient leur propre open serious game, qu'est-ce qui, Ouais. est-ce qu'ils ont quelque chose à faire? Est-ce que ce serait bien qu'ils t'envoient les ressources pour qu'elles soient centralisées quelque part ou juste en parler avec le hashtag Open Euh, Serious Game sur les réseaux? ouais. Alors moi, la façon dont on se positionne, enfin notre petit collectif qui s'est développé de manière tentaculaire sans qu'il y ait vraiment de contrôle là-dessus, c'est qu'on se propose tout le temps comme des soutiens. C'est-à-dire si quelqu'un veut créer un open serious game et que cet open serious game se retrouve sur notre site openserious games.org,
bah oui, on va l'aider. C'est parce qu'on partage cette même vocation. Après, si quelqu'un veut faire quelque chose dans son coin, qu'il y aille, mais on n'est pas du tout une instance de contrôle. D'accord. On n'est pas du tout une instance de contrôle. Ce qu'on se dit, c'est que les gens qui joignent à un open source game ont compris plutôt le concept. Et que si c'est une supercherie, ça se verra. Et on a toujours une sorte de texte de référence qui a été signé par plein de gens, qui a été diffusé par plein de gens, qui se propage. Et c'est quelque part la philosophie, tu vas pas fliquer une philosophie en fait. Non. Donc du coup, oui, on a parlé du manifeste. Donc c'est la manière de soutenir le mouvement, c'est d'aller signer le manifeste sur openseriousgame.org. Alors le manifeste, quand on l'a créé, c'était un article LinkedIn qui était hosté chez moi. Parce qu'en plus, à l'époque, il y avait le jeu RGPD. Et je me suis rendu compte que si je faisais un site, fallait que je sois RGPD compliant et que c'était super dur. Donc on l'a hosté sur LinkedIn où il y a déjà mais il y a déjà toutes ces notions de RGPD, tu as bien déclaré qui t'es, tes actions, tu es responsable de ce qui se passe, tu peux enlever tes données s'il faut. Et un truc qu'on voulait pas gérer avec le site. Par contre, la plupart des endroits qui sont hôtes du manifeste, parce que bon, du coup, il a été copié à plein d'endroits par plein de gens, ils pointent vers cet article-là. Vers l'article qui est sur LinkedIn? Ouais, D'accord. qui est le manifeste avec tous les noms. Donc après, ouais, il va rester, et peut-être qu'un jour, il sera exporté ailleurs, hein, je sais pas si je meurs ou quoi. Il sera exporté ailleurs, mais cet article, il reste. Cet article, il reste, et cette référence, elle est là, quoi. Super, ok. Et je dirais, bon, il y a cette notion de soutien. Toi, tu me demandes si Oui. des gens qui veulent soutenir le. Je dirais, alors c'est intéressant. L'idée, c'est pas tant de soutenir le mouvement que de le vivre et d'embrasser la philosophie de se dire, bah, réveiller le pouvoir de transmission à chacun. Et si tu veux ça pour ton entourage, si tu as cette vocation-là de te dire, ah bah tiens, on rêve d'un même monde où plein de gens peuvent transmettre, ils ont réveillé leur pouvoir de X-Men, naturellement, tu viendras à Open Series Game et naturellement, il y aura des sessions qui vont se créer autour de toi, par toi ou par d'autres. Et quelque part, le meilleur soutien, c'est l'effet concret. C'est l'effet concret des gens qui ont vécu des moments de plaisir, où ils ont appris, où ils ont envie de transmettre. Signer un manifeste, c'est quoi? Ça sera des quelques. Et bien sûr, j'adore le fait qu'il y ait un manifeste et qu'il soit signé, mais quelque part, c'est pas l'effet concret. C'est un symbole et c'est important. Mais ce qui est le plus important, c'est quand même vivre l'effet concret. Oui. Et c'est créer des sessions de jeu et le soutien se fait par. C'est plus une adhésion naturelle qu'un soutien au même titre que, je sais pas moi, tu soutiendrais la cause de, je sais pas moi, quel parti politique ou de telle cause humanitaire. Là, on est plus, bah, t'as quelque chose qui est à ta disposition. Fais vivre quelque chose de bien autour de toi, réveille le pouvoir de transmission, réveille ton propre pouvoir de transmission. Et là, tu seras, tu nous soutiendras par toi-même et tout le monde aura gagné. Ok. Bah, ça me semble une belle conclusion. Merci Alexandre. Merci beaucoup à toi, Mathieu. Est-ce qu'il y a une question que j'ai oublié de poser, quelque chose de super important que tu aimerais dire encore ou... Euh, Je pense qu'il y a une question qui trotte chez pas mal de monde et que les gens me posent souvent, c'est est-ce que je peux gagner des sous avec Open Source Game? Je dis, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, entre deux acteurs privés, les gens font ce qu'ils veulent. Il y a cette notion-là, parce que il y a cette crainte. Il y a cette crainte parfois de dire, bah oui, c'est bien, mais moi j'ai un job. Et toute l'idée d'Open Source Game, c'est de créer des moments de plaisir collectif avec un partage ouvert qui ont des effets sur la vie professionnelle des gens. C'est pour ça qu'on a sélectionné Open Source Game pour réveiller le pouvoir de transmission et pas, je sais pas moi, Open Articles.
C'est qu'on se dit, bah tiens, tu peux jouer et tu peux avoir un effet sur ta vie professionnelle, et donc c'est compatible avec ta survie économique et ta vie économique. Et c'est peut-être un aspect important qu'on n'a pas couvert, c'est de dire, dans cette notion de serious game, tu as cette notion de c'est compatible avec ta vie professionnelle. Et c'est quand même un élément important dans cette philosophie, c'est de dire, bon, tu veux rêver le pouvoir de transmission, et même à l'intérieur de ton job, tu peux. C'est-à-dire, on peut l'utiliser afin de gagner de l'argent sur des sessions de formation qu'on ferait en mode non open du coup, ou est-ce que c'est Alors sur la partie très, on va dire, sur la partie très terre à terre, tu peux prendre un open serious game, utiliser cette même mécanique on te fait un jeu, on te distribue tous les matériels en amont, et puis on forme les animateurs à la sortie. Tu peux utiliser la mécanique et le format open serious game sous format payant. Ça, c'est la vie entre deux acteurs privés. Ça, oui, ça c'est la manière très terre à terre de voir l'application économique d'open serious game. Et de manière un peu plus indirecte, le serious game en lui-même est quelque chose qui est fait pour servir à un objectif autre que le plaisir du jeu. Donc il y a des serious games qui peuvent avoir une utilité dans ton contexte professionnel. Par exemple, si tu développes l'art du feedback pour un collectif managérial, bah, quelque part, ça va servir les résultats de l'entreprise de ce collectif. Donc ça pourra servir dans la vie économique. Donc ça pourra être utilisé pendant du temps de travail, sans que ça soit une activité rémunérée d'un acteur d'une boîte à un acteur d'une autre boîte. Oui. Et c'est cette notion-là qui est importante, c'est de dire, oui, tu as un job, oui, bah, tu veux transmettre, bah tiens, voici un format où tu peux servir ton entreprise, tu peux et donc quelque part te réaliser professionnellement aussi, en réveillant ton pouvoir de transmission et en réveillant le pouvoir de transmission des autres. C'est très clair. Ça marche. Est-ce que peut-être en dernière question, est-ce que tu as un jeu à nous recommander? Ah, c'est dur, hein, il y a tellement de beaux jeux en ce moment. Je dirais, il y a un jeu qui a été créé par Lucie Lesage. Donc c'est un jeu qui te fait découvrir la mécanique open serious game. C'est vrai? D'accord. Ouais, c'est donc c'est assez drôle. Quelque part au début du jeu, tu vas parler des jeux que tu connais. Ensuite, tu vas jouer à ces jeux. Ensuite, tu vas les animer dans des groupes à côté. Et après, tu vas créer un mini-jeu toi-même. Donc, quelque part, tu auras fait le chemin de transmission d'Open Serious Game dans un Serious Game qui est lui-même un Open Serious Game. D'accord. Et ça a un nom? Il a un nom, ce jeu? Game Up. Game Up, ok. Et il faut retrouver le blog de Lucie Lesage qui a joué ça à Gilles Tourlille. Super, bah on ira voir. Ouais. Et puis sinon, openseriesgames.org, il y a à peu près tout. Sinon, cherchez le hashtag sur Internet. Hein, il y a plein de gens qui en créent sans qu'on ait tout en centralisé. Super. Merci Alexandre. Merci beaucoup Mathieu. À une prochaine. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode.